Bonjour et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 21 août. Merci de nous suivre et de nous être fidèles. C'est aujourd'hui le grand événement hippique de l'année avec le Grand Prix du Conseil départemental à l'hippodrome Saint-Jacques à Anse-Bertrand, un Grand Prix réservé aux chevaux nés et élevés dans la Caraïbe. Mais c'est d'abord une grande réunion pour la fête du cheval qui a commencé dès 10h ce matin. André Jacobi-Coali, le président de la Société des courses Karukira, s'exprime au micro d'Éric Pommier sur la philosophie de cette organisation autour du Grand Prix du Conseil départemental. Alors l'attraction de ce Grand Prix, je le disais, c'est une course où vous avez déjà des jockeys qui viennent de l'Hexagone, de France métropolitaine, pour participer. Donc cela permet à nos jockeys locaux de se confronter aux sportifs professionnels. Mais aussi c'est pour quelque peu aider l'élevage antillais, parce que vous avez les meilleurs chevaux de 2 ans de la Guadeloupe et de la Martinique qui vont s'affronter. Et nous espérons que pour l'avenir, nous aurons encore mieux et que ce seront des chevaux qui pourront affronter les chevaux qui viennent de l'extérieur. Faire du Fort Fleur d'Épée un véritable centre permanent d'animation culturelle, c'est le projet du Conseil départemental qui a lancé une série de manifestations mensuelles pour que ce site patrimonial soit le rendez-vous des poètes, des conteurs ou encore des animateurs de jeux traditionnels. La première, c'était hier, autour des jeux traditionnels, intitulé Forfait en Balan-Kilti, les explications de Muriel Barlagne. Ici, on joue au rythme de la chanson. Pilé Kako ou encore Zizipan est un jeu d'adresse que l'on trouve encore dans certaines veillées mortuaires. Un jeu traditionnel sorti tout droit d'une autre époque, comme tous les autres jeux proposés au Fort Fleur d'Épée pour le premier volet de la manifestation Forfait en Balan-Kilti. Un projet lancé par le conseil départemental et mis en œuvre par les éditions d'Egmaron. L'objectif, c'est d'animer ce beau site patrimonial qui appartient au conseil départemental et puis c'est donner l'occasion au public guadeloupéen, aux jeunes de découvrir, de connaître, de redécouvrir pour ceux qui connaissent déjà les jeux d'antan. C'est un projet culturel qui va développer la connaissance de nos publics. Cet après-midi, pas de différence entre adultes et enfants. Chacun se plaît à retrouver ou à découvrir des jeux tels que Pichine, Ika Ipaka ou encore Ti-Point-Ti-Croix. Une feuille, 2 crayons, un jeu en apparence simple mais qui demande réflexion. Nadia n'avait jamais cessé d'y jouer. Je l'ai retrouvé sur les applications sur Internet, donc on s'y joue encore de temps en temps, mais là franchement sur le papier, non. À cette table, la concentration est de rigueur. Julienne découvre le Wari, un jeu venu d'Afrique implanté dans les îles de la Caraïbe il y a quelques années. Il convient aux stratèges adeptes de calcul. C'est un jeu qui a 12 cases et donc l'objectif c'est après c'est au fur et à mesure du jeu d'arriver à prendre des cases sur l'adversaire. D'accord ? Donc c'est un jeu qu'on joue dans toute l'Afrique. Donc au Ghana ça s'appelle le Wari, à côté en Côte d'Ivoire ça s'appelle la Wélé. Alors le Wari on prend quand on a 4 et la Wélé on prend quand on a 2 ou 3. Donc c'est un jeu très intéressant donc pour tout type de public, aussi bien les enfants, et ça peut aussi leur apprendre à compter, que les adultes et que les seniors. Donc c'est vraiment un jeu de calcul et de réflexion. Assez compliqué, il faut comprendre le principe et à partir du moment qu'on a compris le principe, il n'y a pas de souci. Cette manière ludique de se plonger dans la culture locale en a séduit plus d'un. Oui, c'est une très très bonne façon de découvrir les jeux d'antan, la culture guadeloupéenne et des jeux qui n'existent pratiquement plus. Ça nous permet de découvrir un petit peu ce qui se faisait avant. Et ce sera comme cela chaque 3e samedi du mois jusqu'au mois de novembre. Plusieurs thématiques seront abordées pour mettre à l'honneur les personnes âgées ou encore le créole. Et parmi vos activités régulières de ces fins de vacances, il y a le cinéma, et oui, et ce malgré Internet. La bonne vieille séance de cinéma reste pour beaucoup d'entre nous un moment d'émotion et de détente. Johan Charpentier-Titi. Il existe bien des manières de regarder un film de nos jours. Posé tranquillement dans son lit, ordinateur portable sur les genoux, bien calé dans son canapé face à la télévision ou même dans le bus avec votre téléphone portable, mais rien ne détrône une bonne vieille séance de cinéma
Et le film tendance du moment, c'est lui. Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. Je veux réunir les individus les plus dangereux dans une unité d'intervention. Ce sont bien des méchants. Les pires racailles qui soient. Ouvrez la grille. C'est quoi ça, un casting de pom-pom girls? Salut les mecs. C'est ça ou rien. Vous devez aller dans un endroit épouvantable pour une mission suicide. Pour faire simple, une équipe de super méchants recrutés pour combattre, devinez quoi, d'autres super méchants. Sans doute pas le meilleur long métrage que le 7e art a porté, mais suffisamment efficace pour séduire les différents types de spectateurs, qu'ils soient en famille. Alors j'ai vérifié si mon fils pouvait le voir et il peut le voir, donc c'est bon, c'est ok. Ou entre amis. Mes amis m'ont obligé à venir. Avec des amis, parce qu'on s'amuse bien, c'est pour... Ça fait... Et on peut se voir et tout, à part l'école, à part dans l'école. L'important est de passer un bon moment. Le plaisir du grand écran déjà. Et puis on a pas mal de films qui sont en 3D. Et puis je pense que c'est pas parce qu'on peut voir des films en DVD ou en streaming qu'il faut laisser tomber le cinéma. C'est un loisir comme un autre. On partage un moment avec une salle et c'est non négligeable, je trouve. C'est sympa. Surtout d'ailleurs lorsque l'on a déserté les salles obscures depuis quelques temps. Vous me disiez, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu au cinéma? 3 ans. 3 ans. Ça va faire 3 ans en octobre. Ouais. Pour quelle raison? Pas trop cinéma. On n'est pas ciné, ouais. Et puis, entre nous, c'est tellement plus agréable de... Chut, ça commence. Oui, d'accord. Bonne séance. Dans l'actualité de notre grande région maintenant, il y a cette déclaration plutôt surprenante, mais prononcée à mots couverts, de l'ONU, qui reconnaît désormais sa participation, ou plutôt sa responsabilité, dans l'épidémie de choléra qui a frappé Haïti. Du bout des lèvres, les Nations Unies reconnaissent leur implication dans la terrible épidémie de choléra qui frappe Haïti. La contamination a causé près de 10 000 morts depuis l'arrivée de la bactérie dans le pays en 2010 et elle a rendu malade 800 000 personnes. Voilà 6 ans que des casques bleus sont accusés de l'avoir apporté avec eux du Népal, ce que l'institution internationale s'est obstinée à nier jusqu'à présent. L'ONU doit maintenant présenter des excuses publiques et établir un plan de compensation aux victimes qui ont tant perdu. C'est la volonté de l'avocate Béatrice Lindstrom de l'Institut pour la justice et la démocratie en Haïti, une ONG américaine partie prenante dans un procès intenté aux Nations Unies. L'estimation des familles des victimes pourrait atteindre 40 milliards de dollars, soit 35 milliards d'euros. Une étude de Médecins sans frontières, publiée en mars, montre même que les 9300 décès officiels ont été largement sous-estimés. Entre 2010 et 2012, il y a eu plus de cas en Haïti que dans l'Afrique tout entière, souligne l'épidémiologiste Renaud Piarou. Des chiffres d'autant plus saisissants qu'il n'y avait pas eu d'épidémie de choléra sur l'île depuis 150 ans. Des explosions ont provoqué un embrasement de combustible dans des réservoirs industriels de l'unique raffinerie nicaraguayenne en flammes depuis jeudi. La population est tenue à distance par sécurité, l'énorme brasier ne sera pas maîtrisé avant plusieurs jours. L'incendie s'est propagé à plusieurs grandes citernes de pétrole, dégageant un panache de fumée de 3 km de haut. L'explosion s'est produite dans des bâtiments de l'usine de la compagnie Puma Energy, qui possède plusieurs citernes d'une capacité de 144 000 barils à Puerto Sandino. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'incendie qui semblait sous contrôle a pourtant atteint une deuxième citerne qui a explosé à son tour et aggravé la situation, obligeant les pompiers à évacuer momentanément la zone. Aucune habitation voisine, soit environ 6000 personnes, n'a été touchée, selon le co-directeur du système national de prévention des catastrophes, Guillermo González. Plusieurs centres d'hébergement ont été ouverts en prévision d'un éventuel changement de direction du vent et dans le cas où l'incendie menacerait les habitations alentours. L'origine exacte du sinistre reste inconnue et une enquête interne a été ouverte. J'espère que j'ai mis la barre suffisamment haut pour que personne ne puisse le refaire. J'ai prouvé que je suis le plus grand de ce sport. Pour moi, c'est mission accomplie. C'est sur ces mots qu'Usain Bolt clôt sa participation aux Jeux Olympiques. Avec 9 médailles d'or en 3 jeux, Usain Bolt réalise un historique triplé, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et trône seul au sommet de l'Olympe.
À Rio, pour célébrer chaque nouveau succès, il aura multiplié les clins d'œil au public, les pas de danse et les selfies lors de ses tours d'honneur. Le show Bolt devrait se terminer dimanche 21 août avec la parade en Mondovision des athlètes pour la cérémonie de clôture des Jeux le jour de ses 30 ans. Pour les sprinteurs, la retraite du monarque absolu annoncée pour 2017 va ouvrir des possibilités pour tout le monde. Le Français Christophe Lemaître, médaille d'argent aux 200 mètres, ne tarit pas d'éloges s'agissant de ce dieu du stade. Il a fait une carrière monstrueuse, je pense qu'il a sa place dans le panthéon du sprint pour l'éternité, même au-delà si c'est possible, on parlera de lui pendant des siècles. Et un mot de plus sur ces Jeux Olympiques de Rio qui se terminent aujourd'hui avec ces deux Guadeloupéennes qui ont glané des médailles d'argent, les handballeuses Alison Pinault et Lorissa Landre, médaillées d'argent avec l'équipe de France de handball qui s'est inclinée malheureusement en finale face à la Russie. Chez les hommes, les Français affrontent en finale le Danemark et je vous rappelle que cette équipe de France a comme entraîneur adjoint notre Guadeloupéen Didier Dinard et on peut également citer dans les rangs de cette équipe le Martiniquais Cédric Sorendo. Cyclisme maintenant avec le 27e Tour de Guyane, deuxième étape aujourd'hui, une étape en 2 tronçons. Le premier disputé il y a moins de 2 heures, une course en ligne de 120 km et victoire guyanaise de Terry, c'est son prénom, Tsang Yi Moy, c'est son nom. Il a devancé le Martiniquais Michael Laurent. Je vous rappelle qu'hier, la première étape avait vu un doublé guadeloupéen à l'arrivée à Montjoly, à Rémy-Montjoly, avec victoire légèrement détachée de Kéliane Duro devant Jules Lanclume. C'est Kéliane Duro qui porte le maillot jaune avant le second tronçon de cette deuxième étape cet après-midi. Ce sera un contre-la-montre individuel de 10 km. Automobile maintenant avec le week-end prochain le rallye du Nord Grande Terre à Goyave. Un petit événement cette année. Pour la première fois, il y aura un équipage féminin inscrits à l'épreuve, 2 jeunes femmes, 2 sœurs s'il vous plaît, qui se préparent très activement et se sont même testées au rallye de la Martinique. Présentation Éric Pommier. Adi et Gilles Brumier sont sœurs et désormais forment un équipage en rallye. Dans quelques jours, elles viendront renflouer l'effectif des 19 pilotes engagés au rallye Nord-Basse-Terre du 27 août prochain. C'est une grande première pour ces féminines qui vont effectuer leur premier tour de roue en Guadeloupe après un galop d'essai au MRT en Martinique en juillet dernier. En Martinique, ça s'est assez bien passé. On a pu découvrir la voiture, enfin vraiment, c'est-à-dire rouler avec en course, ce qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire avant puisque c'était notre première course, évidemment. On a pu découvrir aussi les reconnaissances sérieuses, c'est-à-dire qu'on avait appris à prendre des notes, mais là on a pu vraiment mettre en pratique. On a vu nos erreurs, on a pu aussi voir quels étaient nos défauts en conduisant. Donc on va essayer d'améliorer tout ça pour ce rallye-ci. Super expérience, c'était vraiment génial. Et comme l'a dit Gilles, ça nous a montré qu'on était peut-être un peu sûr de nous, mais qu'on ne savait pas tout le temps maîtriser un véhicule. La preuve, je suis sortie le dimanche. Et justement parce que j'allais trop vite, et c'était mon principal défaut, c'est que je ne freine pas assez et j'aime bien la vitesse. Donc les deux ensemble, ça va pas trop. Mais c'était super sympa, même la sortie, bon, c'était très dommage parce que c'était le dernier jour. Et heureusement, c'était un rallye sur 3 jours. Donc c'était vraiment bien parce qu'on a pu, au fil des jours, apprendre un peu plus. On est arrivé jusqu'au dimanche, donc comme j'ai dit, et oui, ça m'a appris qu'on pouvait vraiment bloquer des freins et des choses comme ça. Donc ouais, c'était super. Adi et Gilles forment le seul équipage féminin engagé au championnat de la Guadeloupe. Des femmes derrière le volant, ce n'était pas arrivé depuis le début des années 2000. Dernier pilote en date, Johanna Palmon. Les sœurs Brumier ne se sont pas lancées par hasard dans l'aventure de la compétition automobile. Leur père n'est autre que le pilote Yves-Antoine, actuellement acteur du championnat sur une puissante Peugeot 207. Un pilote qui s'est forgé une réputation fin des années 90. Adi et Gilles ont donc très vite été atteintes du virus de la compétition pour que quelques années plus tard, comme des grandes, elles mènent leur propre aventure à bord d'une Twingo R1, mode course. Commencer le sport automobile avec sa sœur, c'est du pain béni finalement. C'est que du bonheur, c'était trop bien. Franchement, c'est trop bien de commencer avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps puisque c'est ma sœur. Donc évidemment, on est beaucoup plus détendu puisqu'on sait qu'on est toutes les deux novices et donc on n'a rien à se prouver à l'une et à l'autre et c'était vraiment sympa de commencer avec elle. Des appréhensions quand même, parce qu'avec la vitesse il faut jamais être non plus trop décontracté, mais
à retenir, on a beaucoup appris, on va dire. On a beaucoup appris, que ce soit pour les reconnaissances. On sait maintenant que préparer un rallye, c'est assez fatigant. Donc on se prépare. Bon, on se préparait déjà, mais maintenant, avec l'expérience, on sait un peu mieux comment faire. Et voilà. Adi et Gilles veulent apprendre très vite pour être rapidement dans le coup. Pour le rallye Nord-Bastère, elle bénéficie du soutien de Gary Maya, copilote du papa des filles, également instructeur de pilotage. Il connaît bien la difficulté d'appréhender un circuit quel qu'il soit. C'est tout naturellement qu'elles sont venues vers moi, parce qu'effectivement on a eu un équipage avec Yves-Antoine qui a été une très très belle aventure. Et forcément, démarrer le sport automobile, ça demande une certaine rigueur, ça demande effectivement d'apprendre. Et je crois qu'elles ont compris qu'il faut jouer le jeu à ce niveau-là. Et donc on apprend, on est un peu scolaire, on apprend les notes, on apprend la voiture de course. Et puis je souhaite effectivement, comme elle disait tout à l'heure, qu'on invite aussi d'autres équipages féminins, plus de femmes, à venir vers ce milieu qui est effectivement souvent un peu fermé. Dans l'immédiat, ce sont donc sur l'air reconnaissant du circuit que l'équipage se concentre. Elles sont sereines, motivées, prêtes au nouveau défi du 27 août. Elles ont choisi de se partager le volant pour goûter aux joies de rouler contre le chrono. Mais la boule au ventre commence à se faire sentir à l'approche de l'événement. Mais elles se savent soutenues pour réaliser un beau rallye. Rendez-vous le 27 ? Parfait. Et nous les suivrons évidemment. Foodil, c'est un concept né en 2012, d'abord sur les réseaux sociaux, sur le thème « Fait-il bon manger en Guadeloupe ?» Au départ, il s'agissait de partager de bonnes adresses, d'établir un véritable répertoire des bons coins, et puis c'est devenu une véritable entreprise avec une application pour smartphone, et elle se veut aujourd'hui un vrai centre de formation au bon goût, organisant par exemple des ateliers d'art culinaire. Muriel Barlagne. Forêt noire à la farine de manioc. C'est le thème de cet atelier Foodil consacré à la pâtisserie. Des recettes originales qui mettent en valeur les produits locaux, à découvrir avec des professionnels chevronnés. Telle est la promesse de ce concept. Et c'est ce qui a attiré les participants. C'est de remettre à niveau, j'essaie de faire en pâtisserie. Parce qu'on a à chaque fois, il y a des techniques, il y a des choses qu'on prépare, surtout les produits locaux. Je veux apprendre à travailler les produits locaux. Comme je suis vraiment mauvaise en cuisine et que j'aime bien les produits locaux, alors apprendre à utiliser les produits locaux. Je ne suis pas très pâtissière, je suis plus cuisinière. La pâtisserie, même pour avoir une petite base au moins pour préparer les desserts. Faire apprendre en manipulant, c'est la méthode appliquée par Max Siliri, professeur en alimentation, intervenant à l'atelier formation aux abîmes où avait lieu la séance. Avec des postes de travail entièrement équipés et les ingrédients à portée de main, les apprenants pouvaient s'y exprimer en toute aisance. La réalisation du jour était d'un niveau plutôt abordable, avec quelques difficultés. Alors il y a deux choses. Un, c'est la cuisson de la battre la génoise et la cuisson de la génoise. Parce que là, nous tentons un petit quelque chose, c'est de faire comme c'est la grande mode, la farine sans gluten. Donc nous essayons de faire une farine comme nous avons la farine de manioc, mais on peut aussi faire avec la farine de fouillapin et on va essayer de faire une génoise avec la farine de manioc. Les ateliers Foodil sont payants, ils permettent de se perfectionner en pâtisserie, mais aussi en cuisine et en boulangerie. Une véritable immersion dans l'art culinaire et l'art de la table pour tout public. À la fin du cours, les stagiaires peuvent partir avec leur réalisation et doivent être capables de reproduire la recette du jour. Et ça ouvre l'appétit. Des nouvelles de la tempête Fiona qui poursuit sa route vers le nord-ouest de l'arc antillais. Elle devrait redevenir de simple dépression tropicale d'ici demain. Mais il y a également une nouvelle onde située à quelques 2000 km à l'est de l'arc antillais. Une onde qui devrait provoquer une dégradation du temps sur l'ensemble des petites Antilles dans le milieu de la semaine, ou plutôt dès mardi soir, selon Météo France. En attendant, je vous livre le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel. Le ciel sera encore toujours changeant, alternant éclaircies et passages nuageux. Il fera assez chaud, température entre 29 et 32 degrés.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une météo détaillée de notre région de la Caraïbe, l'actualité dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous ce soir, 19h. Excellent après-midi sur Alizé et bon appétit si vous êtes à table.